Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va, merci. Bonne année à toi. Très bonne année à toi aussi, Phil. Bonne année de liberté à tout le monde, à tous les Français, à tous nos auditeurs. Exactement. On l'espère, parce que on pense aussi que l'année 2025 sera une année, déjà elle commence assez tragiquement, aussi bien aux États-Unis et également au Moyen-Orient, hein, mais c'est aussi peut-être une année de grands changements, donc nous verrons bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de liberté et de géopolitique. Donc il se trouve que j'étais donc invité sur le programme Géopolitique profonde. Et donc, je te propose d'abord que je te mets une partie de ce programme où je suis intervenu spécifiquement sur l'aspect libéral ou libertarien et la géopolitique. Comment je vois les choses en ce qui concerne la géopolitique et la relation entre les États. Donc, je te propose qu'on écoute ça. Et puis après, je te laisserai commenter et puis on finira notre discussion. D'un point de vue du libertarianisme, je dirais libéral, mais je préfère utiliser le terme plus correct de libertarianisme. Je pense que la géopolitique, il faut faire deux distinctions qui ne se font jamais. La première, c'est distinguer entre les moyens et les fins. Parce que les nations ont effectivement des fins, et les nations ont des fins qu'ils veulent, disons, réaliser. Et là, quand je parle de nations, je parle effectivement des États, pas forcément des peuples. Je parle des États. Les États ont des ambitions, donc des fins, et ça, c'est totalement naturel au vu de la conception même d'un État. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, ce sont les moyens. Avec quels moyens est-ce que les États vont pouvoir réaliser ces objectifs? Donc, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de distinction entre ces moyens et ces fins, parce que les moyens, c'est aussi un budget, c'est aussi une légitimité démocratique, c'est beaucoup de choses qui pourraient aussi empêcher un État de réaliser ses objectifs géostratégiques. Les États-Unis est un pays qui se dit avoir des intérêts géostratégiques sur toute la planète. Là, les intérêts américains sont partout. Donc déjà, ceci est difficilement acceptable, mais vous voyez que dans la Constitution américaine, il y a énormément de freins qui en fait empêcheraient la réalisation de ces fins. Donc, je pense que d'un point de vue libéral, il faut aussi s'attarder sur les moyens et pas que les fins. Et quand on parle de moyens, on parle immédiatement de liberté et, disons, de pouvoir de décision du peuple. Euh, et donc, on voit très bien que une société une société libérale empêcherait, disons, un État de réaliser ses moyens. Donc, ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction que je pense est importante, c'est justement entre État et société. Parce que la politique étrangère d'un État, en fait, n'est pas supposée impliquer le peuple. Et vous avez vu, dans tous les débats télévisés, on parle très rarement euh, de politique étrangère. Et les courses à la présidentielle en France ou dans les élections dans les pays soi-disant démocratiques, euh, on parle en fait rarement de politique étrangère. Et ceci pour deux raisons. Première raison, parce que le peuple n'est pas naturellement enclin à s'impliquer ou à s'intéresser à des sujets de politique étrangère, des choses qui ont lieu très loin de leurs frontières, ou du moins à l'extérieur de leurs frontières. Euh, et d'autre part, l'autre raison, c'est que les dirigeants politiques estiment, et c'est valable également en France, estiment que le peuple n'a pas son mot à dire. On a beau être démocratique,
mais le peuple n'a pas son mot à dire dans des questions de géopolitique ou de politique étrangère. Et tout le monde trouve ça naturel et normal. Et c'est ça vraiment le grand problème. Quand la France décide de s'immiscer en Libye, le peuple français n'est absolument pas consulté, alors que les conséquences pour le peuple français sont et seront absolument dramatiques. Et il en va pour toutes les autres questions de politique étrangère. Les Français ne sont jamais concernés quant à la position de l'Élysée dans des questions de politique internationale. La position de la France vis-à-vis de l'Ukraine et du conflit entre l'OTAN et la Russie, il faut appeler les choses par leur nom, l'Élysée n'a jamais consulté les Français à cet égard. Jamais. On a pris une position parce qu'on dit ah oui, mais c'est la Constitution française qui donne une priorité, qui donne un prérogative au président de la République de mener à lui tout seul les affaires de la France. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Surtout que les conséquences pour le peuple français peuvent être considérables et sont considérables. Donc, je pense que pour résumer, cette distinction entre État et société est fondamentale en géopolitique. On voit bien que l'intérêt de l'État n'est pas l'intérêt des Français. Et donc, l'objectif des libertariens, c'est de tout faire pour essayer de réduire le rôle de l'État dans la société, d'introduire une décentralisation au niveau France, mais également au niveau Europe et également au niveau international. Nous ne voulons pas de monde unipolaire, parce que le monde unipolaire signifie un seul centre de pouvoir, et ce n'est pas Paris, on le sait très bien. Le monde unipolaire représente aussi un étatisme exacerbé. Nous voyons très bien que la liberté économique en France et dans beaucoup de pays européens a diminué cette dernière génération. Et ça, c'est le Heritage Foundation qui le dit, si on regarde leurs indices. Donc, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans le monde unipolaire, qui ne sont pas en Occident, qui voient maintenant, depuis de nombreuses années, leur liberté économique, disons, augmenter. Donc, je pense que la géopolitique ou la politique étrangère est un élément ou un sujet très important également pour les libertariens. Et voilà, j'essaie d'aborder aussi ce sujet. Voilà, donc Patrick, je pense que tu as écouté les minutes où j'ai un petit peu essayé d'expliquer à l'intervieweur ma vision des choses en ce qui concerne le libéralisme et la géopolitique. Donc, réflexion, commentaire de ta part? Alors, il y avait deux éléments très intéressants dans ton intervention. Le premier élément concernait la fin et les moyens. Alors, pour nous libéraux, ce qui est certain, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Une fin noble doit avoir des moyens nobles. Et on ne peut pas contraindre ou opprimer les gens, ou les persécuter, ou les tuer, ou les emprisonner, au nom d'une fin noble. Si nous, par exemple, pour prendre un exemple très concret, en France ou dans beaucoup de pays occidentaux, nous sommes dans ce qu'on appelle l'État-providence. L'État-providence a pour intention, qui est une noble intention, de mettre les personnes à l'abri de toutes les risques sociaux, par exemple la maladie, l'accident du travail, le chômage, etc., en leur fournissant un revenu, en leur garantissant des prestations au cas où ils tomberaient dans ce genre de difficultés. Donc l'intention est très louable. Malheureusement, les moyens utilisés ne sont pas des moyens louables, puisque cela repose sur ce qu'on appelle, Bastia appelle la spoliation légale, c'est-à-dire le vol légal. Le vol légal, ça veut dire que les gouvernements de ces pays vont s'emparer des richesses créées par les gens et puis ensuite ils vont les distribuer à qui ils ont envie au nom d'un idéal qu'ils ont déterminé. Ce faisant, ils privent les gens de leur libre choix, ils privent les gens de s'échanger librement des services. Et le résultat final, ce que nous vivons aujourd'hui dans les démocraties
occidentales dans les États-providence, en particulier l'État-providence français qui, celui-là, est dans une faillite complète, eh bien, c'est que ça ne marche pas. Et on peut se poser beaucoup de questions pourquoi ça ne marche pas. La réponse pour moi est évidente, c'est parce qu'on ne peut pas construire une société juste, une société équitable, une société éthique basée sur le vol, même le vol légal. Ça, c'est une notion qui est, à mon avis, capitale. Si l'on veut adapter avoir une fin noble et juste, il faut que les moyens utilisés soient nobles et justes et fassent confiance aux gens. Ensuite, le second élément que tu as évoqué, c'est la politique étrangère en particulier et est-ce que les gouvernements consultent ou ne consultent pas les citoyens? Tu as dit que les gouvernements ne consultaient jamais les citoyens pour matière de politique étrangère parce que les hommes politiques considèrent que les Français ou les gens en général ne sont pas du tout compétents pour gérer ou pour prendre des décisions en matière de politique étrangère. Alors, tu as dit que ce n'était pas juste, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas vrai. Les gens sont compétents et peuvent donner leur avis sur la politique étrangère pour une raison simple. Il y a deux raisons en fait. La première raison, quand on regarde la politique étrangère qui est faite par des gens prétendument initiés au courant, etc., compétents, et qu'on regarde en France le résultat final de la politique étrangère de la France, on peut sortir le mouchoir et pleurer parce que depuis quelques années, la politique étrangère de la France ne brille pas par son génie. Et au contraire, le rayonnement de la France à l'international est en train de s'effondrer petit à petit. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique, il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, il suffit de regarder le conflit entre l'OTAN et la Russie, comme tu l'as dit très justement, pour voir que la place de la France, à part être un supplétif ou un auxiliaire dans ce conflit, sortir des États-Unis, bon, c'est pas la place d'un pays souverain. Alors pourquoi est-ce que les gens sont concernés? Parce que quelle que soit la décision que prennent nos politiciens géniaux qui savent tout, qui peuvent tout, surtout avec l'argent des autres, eh bien, les conséquences sont subies par les gens et ceux qui paient, c'est les gens. Quand on prend des sanctions, d'abord des sanctions économiques, alors les sanctions économiques, pour moi, c'est un acte de guerre, hein. Un acte de guerre hybride peut-être, mais c'est un acte de guerre. Donc, quand on prend des sanctions économiques contre un pays avec un objectif particulier, alors pour parler de la Russie, l'intérêt de la France, j'aimerais bien qu'on m'explique quel est l'intérêt de la France là-dedans, pour prendre des sanctions économiques. Les sanctions économiques se retournent, les premières victimes des sanctions économiques ont été les Français. Donc, les citoyens français ont leur mot à dire dans une politique étrangère dont ils paient les pots cassés. C'est eux qui paient. Quand la France envoie des soutiens financiers ou l'Europe envoie des soutiens financiers à l'Ukraine, ce sont les contribuables qui paient. Donc là aussi, tu as cité l'exemple de la Libye, mais là aussi, les Français ont leur mot à dire. Quand les gouvernants décident d'envoyer des troupes, forces spéciales ou autres, dans un pays pour la guerre, ou décident de rentrer dans une guerre plus chaude avec un pays étranger, là aussi, ce sont les Français et les citoyens qui paieront les conséquences. Donc là aussi, cette fois avec leur sang, pas avec leur sous, mais avec leur sang. Là aussi, les Français ou les citoyens ont leur mot à dire. Je suis d'accord avec toi. Il faut que les citoyens reprennent l'initiative et redemandent aux politiciens de leur donner leur vie, demander leur avis, pardon, donner leur vie, c'est un lapsus significatif, de leur demander leur avis parce que c'est eux qui payent et c'est eux qui subissent les conséquences. C'est pas les politiciens dans leur palais, dans les ors de l'Élysée ou ailleurs qui vont subir les conséquences des guerres qu'ils déclenchent ou des sanctions économiques qu'ils déclenchent ou des politiques étrangères qu'ils font. Ça, c'est certain. Donc, il faut que les politiciens demandent leur avis aux gens. Malheureusement, les politiciens ne demandent jamais l'avis des gens, ni en politique intérieure et encore moins en politique étrangère. Là, c'est certain. Ils ne demandent pas. Pourquoi? Parce que les politiciens craignent que les Français ne les approuvent pas et craignent que les demandes des Français, les souhaits des Français, les orientations politiques des Français ne correspondent pas à ce que les politiciens ont décidé pour les Français.
Alors, au nom de quoi ont-ils décidé pour les Français? Ils ont décidé parce qu'ils ont été élus. Mais en France, on leur donne qu'un blanc. Les élections, un blanc-seing qui est donné à une majorité qui n'est qu'électorale, en plus au second tour des législatives, ce qui permet tous les arrangements politiqueurs entre les partis. On est bien loin de la démocratie. Donc là, si on veut repartir en politique étrangère comme en politique intérieure, j'ai déjà dit, il faut revenir à une politique où le gouvernement consulte régulièrement les gens. Ça s'appelle des votations en Suisse. Donc il y a plusieurs questions, etc., auxquelles les Suisses on demande en Suisse de répondre à chaque consultation. Et puis il y a la l'élection législative à la proportionnelle intégrale et à un tour. Donc là, il faut partir comme ça. Sinon, on continuera à avoir une bande de politiciens complètement déconnectés des réalités qui vont faire ce qu'ils veulent et plutôt n'importe quoi actuellement, depuis quelques années en politique étrangère, et c'est les Français qui vont en subir les conséquences. Donc oui, tu as les libéraux, tu l'as dit, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, les libéraux doivent demander aux politiciens de consulter les Français en politique étrangère comme en politique intérieure. Oui, ben merci pour ces commentaires. Je suis d'accord avec toi. J'ai juste néanmoins une remarque à faire. C'est quand tu parles de la compétence euh, et tu parles d'un changement, c'est-à-dire que tu parles d'un État qui demanderait davantage à ses citoyens, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord parce que, un, je ne pense pas que les citoyens ont la compétence. Ils ont la compétence pour ce qui leur concerne directement, c'est-à-dire la défense de leur pays, la défense de la France. Mais ils n'ont pas la compétence quand il s'agit de décider est-ce qu'on va bombarder la Syrie ou est-ce que nous allons envoyer des troupes en Ukraine. Et donc là, on voit très bien qu'il y a un différents ordres comme dans la pyramide de Maslow, il y a différents ordres de géopolitique, d'intérêt géopolitique. Et je dirais, ça fait partie aussi de mes différentes idées concernant la géopolitique d'un point de vue libéral. C'est-à-dire que il y a différents ordres d'intérêts et les intérêts basiques, ce sont les intérêts qui concernent également la population. Les intérêts plus élevés, c'est-à-dire est-ce qu'on va bombarder la Syrie, est-ce qu'on va envoyer des troupes en Ukraine, bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Ce sont des intérêts d'un niveau plus élevé, et là, le peuple n'est pas compétent. Et c'est normal qu'il ne soit pas compétent. On voit même que beaucoup de politiciens français ne sont pas compétents. Donc moi, je dirais plutôt, le peuple n'est pas compétent dans la politique étrangère que veut mener cet État Léviathan pratiquement que nous avons, mais le peuple est compétent pour les intérêts géopolitiques qui les concernent directement, c'est-à-dire les intérêts d'un très bas niveau, c'est-à-dire la défense de la nation. Et c'est là où je reviens à la clé du problème, c'est que, à nouveau, la taille de l'État, la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, nous avons un État qui a une taille surdimensionnée à tous les points de vue, et ça plombe la France, ça plombe tous les pays qui sont dans une telle situation. Et donc, il s'agit de réduire la taille de l'État, les responsabilités de l'État, le budget de l'État, très actuel en ce moment, et ça veut dire également en politique étrangère, l'État ne devrait même pas avoir les moyens de s'immiscer dans des conflits ou dans des problèmes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leurs frontières, parce que ce ne sont pas les intérêts primordiaux dont je parlais tout à l'heure. Et donc, avec la réduction de l'État, nous voyons que les intérêts donc géopolitiques, les intérêts primaires, ce seraient les seuls intérêts dont l'État s'occuperait, et ces intérêts-là coïncideraient avec les intérêts de la population, et ce seraient des intérêts que le peuple comprendrait. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Si les intérêts de l'État doivent correspondre aux intérêts de la population, ça veut dire qu'il faut que la population s'exprime. À partir du moment où un État décide, par exemple, tu as pris l'exemple d'envoyer des troupes en Ukraine, oui, les gens sont compétents, à mon avis, parce que c'est eux qui vont aller se faire trouer la peau. Donc la question est,
français, acceptez-vous, voulez-vous aller vous faire trouer la peau pour Zelensky? Oui, Je pense mais qu'ils c'est sont un peu compétents pour différent. répondre à la question. Oui, c'est un peu différent, Patrick, parce que là, tu parles d'une population très précise. Et tu parles d'une population qui va être amenée à aller se battre éventuellement en Ukraine. C'est très différent. Moi, je parle de la population dans son ensemble, qui généralement, pour moi en tout cas, n'est pas compétente. Elle ne sait, dans beaucoup de cas, elle ne sait à peine où se trouve l'Ukraine. D'accord? Donc, en tout cas, nous n'avons pas tout à fait éventuellement Oui, les vraiment. mêmes idées là-dessus, mais c'est pas grave. Donc, je te remercie en tout cas pour tes commentaires. Et puis, on se Merci à toi. retrouve et très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci Bien, beaucoup, Patrick. bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup, Finn.